Madame, Monsieur, bonsoir. C'est d'actualité. La vague actuelle de l'épidémie est entrée dans une phase descendante. Selon le ministère de la Santé, le taux de reproduction du virus s'établit désormais à 0,85. D'ailleurs, quelques jours plus tôt, le gouvernement avait annoncé sa décision de rouvrir les frontières au vol en provenance et à destination du Royaume à partir donc du 7 février prochain. Une série de mesures et de dispositions ont d'ailleurs été dévoilées dans la foulée. Quelle évaluation de ces dispositions par les professionnels de la santé au même moment où de nouveaux variants inquiètent déjà la communauté internationale? Il s'agit en l'occurrence du nouveau virus baptisé NeoCov, découvert par des scientifiques chinois. Il serait potentiellement transmissible à l'homme. Il y a aussi le sous-variant d'Omicron, BA2, qui est lui plus contagieux et susceptible de relancer une vague nouvelle d'Omicron. Mais prudence, les scientifiques tempèrent. Pour en savoir plus, je reçois ce soir professeur Abdullah Badou. Il est chercheur en immunologie à la faculté de médecine à l'université Hassan II. Nous discuterons aussi des conditions d'entrée sur le territoire marocain, donc dès la semaine prochaine. Par ailleurs, l'annonce de réouverture des frontières n'a pas empêché les professionnels du transport touristique de tenir des sittings en contestation au plan d'urgence du ministère du Tourisme. Selon eux, ce plan ne tiendrait pas en compte leurs revendications, car pour surmonter les pertes qu'ils ont subies ces 2 dernières années, eh bien, le gouvernement doit les soutenir selon eux. Le gouvernement, mais surtout les banques, puisque 60% du parc véhicule du transport touristique marocain est sous peine de réquisition par les organismes de financement, et ce en raison bien sûr du retard de paiement des échéances de la dette par ces entrepreneurs. Hier, le vice-président du groupement des professionnels des banques, Mohamed Ktani, a affirmé que les banques renonceraient aux mesures de recouvrement contre les opérateurs touristiques. Dans le même registre, eh bien, sachez que le gouvernement a décidé d'accorder un nouveau moratoire au secteur touristique dans son ensemble, que les banques mettront en œuvre dans les jours à venir. Alors comment les professionnels du transport touristique accueillent cette annonce? Réponse en seconde partie de l'émission. Mais avant, alors parlons de la situation épidémiologique, des mesures et conditions d'entrée sur le territoire en compagnie du professeur Badou. Bonsoir, merci de vous joindre à nous dans Question d'Actu. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, c'est un plaisir d'être parmi vous et merci pour l'invitation encore une fois. Donc, on va bien sûr commencer par ces conditions d'accès au territoire. Test PCR de moins de 48 heures. Il y a aussi, bien sûr, un schéma vaccinal. Arrêtons-nous sur le schéma vaccinal. De quoi s'agit-il? Parce que, par exemple, je me suis rendue par hasard sur le site, par exemple, d'une institution américaine. Donc, c'était en anglais. Et qui stipule que la deuxième dose devrait être prise au moins 2 semaines avant le voyage. Alors, qu'en est-il de la 3e dose dans ce schéma vaccinal que les autorités demandent pour chaque visiteur qui se rend au Maroc à partir du 7 février? Oui, donc lorsqu'on parle d'un schéma vaccinal complet, il y a 2 façons de voir les choses. Lorsqu'on parle internationalement d'un schéma complet, on peut considérer ou bien les 2 premières doses, ou on peut également considérer l'addition de la 3e dose. Je pense que le gouvernement marocain ici parle des 3 doses, et c'est-à-dire que la première, 2e, et puis la 3e dose, et aussitôt après la 3e dose, en principe, parce que ce que l'on sait scientifiquement, aussitôt qu'on a la 3e dose, et même au moment où on a la 2e dose, en principe, nous avons une réponse immunitaire qui est assez efficace, contre le virus, qui commence à diminuer légèrement, notamment chez les personnes qui dépassent 60 ans, les personnes qui ont des maladies chroniques, ou des personnes qui sont vulnérables ou qui ne répondent pas bien, ou leur système immunitaire ne répond pas bien aux infections. Et puis, lorsqu'on donne la 3e dose, immédiatement, nous avons cette dose de rappel que l'on appelle boost. Ça immédiatement donne une réponse anti ou contre le virus. Donc immédiatement après, les gens en principe sont éligibles
à entrer au Maroc. C'est ça la définition. Donc le booster est obligatoire. C'est la lecture que j'ai donnée au texte. C'est flou, hein, vous allez me l'accorder quand même. Sur le texte qui a été publié, c'est assez flou parce que, effectivement, la troisième dose ne figure pas clairement sur le communiqué officiel. Exactement. Donc, ça reste un peu flou. Donc, chacun va faire sa propre lecture. C'est pour cela que j'ai parlé au départ de 2 doses et 3 doses. Lorsque, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé parle de full vaccination, elle parle uniquement de 2 doses. D'accord. Maintenant, lorsque l'État français ou les Européens en général parlent d'un schéma vaccinal, ils parlent des 3 doses. Et donc, le texte par rapport à la durée, la période entre la 2e et la 3e dose, là aussi, il y a confusion, cafouillage, parce qu'il n'est stipulé nulle part en tout cas, les avis divergent. Est-ce que c'est 4 ou 6 mois? Voilà, ça c'est encore une autre difficulté. Oui. Au départ, c'était 6 mois et après, c'est devenu 4 mois. Maintenant, il y a d'autres difficultés parce que plusieurs pays prennent en considération les personnes qui ont déjà eu la Covid, n'est-ce pas? Et donc, pour les personnes qui ont eu la Covid, ils sont exonérés de vaccination pendant 6 mois. Par exemple, une personne qui a fait qui a eu 2 doses et qui a développé la Covid après la 2e dose, cette personne est considérée comme triplement vaccinée. Mais est-ce que ça fait partie de son schéma vaccinal? Est-ce qu'il y a un document qui atteste effectivement que cette personne n'a pas besoin de la 3e dose? Exactement. Dans d'autres pays, oui. Dans d'autres pays, mais pas chez nous. Mais pas chez nous. Oui, exactement, pas chez nous. Donc c'est ça ce qui rend un peu les choses un peu plus floues à l'international, c'est-à-dire on a besoin réellement de standardisation du schéma vaccinal et de tous ces schémas à travers le monde. Et vous l'avez bien souligné, 4 mois versus 6 mois. Donc il y a beaucoup de flou. Et je pense que ce texte-là qui a été donné, qui est assez large, doit être précisé parce que j'avoue que j'ai plusieurs personnes qui sont à l'étranger qui souhaitent rejoindre le Maroc et qui se posent les mêmes questions que nous. Et donc, je pense que ce texte-là doit être clarifié davantage parce qu'il présente plusieurs lectures, par les autorités bien évidemment, parce qu'il présente à ce jour-là plusieurs lectures différentes. Très bien. Alors, parce que nous sommes là aussi, hein, n'est-ce pas, pour éclairer l'opinion publique sur la base, bien sûr, des données officielles que nous avons. D'autres conditions d'accès, elles concernent cette fois les enfants. Hein, les moins de 12 ans n'ont pas besoin de présenter un document lié à leur situation sanitaire, donc pas de test PCR, n'est-ce pas? Ni schéma vaccinal pour les moins de 12 ans. Tout à fait. Et pour les 12-18 ans. Alors, pour les 12-18 ans, pas besoin de vaccin, encore une fois. Vous trouvez ça logique, normal? Pas besoin de vaccin, vous avez dit? Pas besoin de schéma vaccinal. Le schéma vaccinal n'est pas demandé, il y a juste un test PCR négatif de moins de 48 heures qui est demandé à l'embarquement. Écoutez, franchement, la situation est devenue très complexe. Est-ce que je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord? Scientifiquement parlant, même aujourd'hui, on le sait très bien que le Omicron n'empêche pas la transmission du virus, même chez les vaccinés. Donc, logiquement parlant et scientifiquement parlant, c'est une chose, et les mesures prises par les autorités un peu partout dans le monde c'en est une autre. Donc, on commence à avoir un décalage un petit peu entre ce qui a été démontré scientifiquement et les mesures qui sont prises par différents pays. Par exemple, le Delta, pour le Delta, on savait que pour le variant Delta, il y avait une diminution légère de la transmission du virus par les personnes qui sont vaccinées. Mais pour le Omicron, on sait que la transmission du virus par les gens, même qui sont vaccinés, reste presque la même entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Donc, pour répondre à votre question par rapport aux enfants, on peut dire qu'une PCR négative suffit en principe, n'est-ce pas? On peut dire que actuellement, il y a plusieurs données scientifiques qui ont bouleversé. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on insiste sur la vaccination des 12-18 ans au Maroc.
Ben, je sais, partout dans le monde, elle insiste sur la vaccination des 12-18 ans, 12-17 ans, et c'est ce que je suis en train de dire. Il y a tellement de données scientifiques différentes à l'ère de Omicron par rapport à l'ère des autres variants qu'on commence à avoir un décalage entre les données scientifiques et les mesures prises par les différentes autorités à travers le monde. Pourquoi je dis ça? Par exemple, la raison prioritaire pour lesquelles on avait pris la décision de vacciner les enfants, c'est principalement parce qu'elles pourraient véhiculer le virus, ils pourraient transmettre le virus aux personnes vulnérables de leur famille, n'est-ce pas? C'était ça Donc c'était mieux de vacciner les enfants parce que les enfants vaccinés transmettaient moins de virus que les enfants non vaccinés à l'ère du Delta et à l'ère des autres variants. Maintenant, on sait que même les personnes qui sont vaccinées, même les enfants qui sont vaccinés vont transmettre le Omicron presque de la même façon que les enfants non vaccinés. Donc scientifiquement parlant, à mon avis, une PCR suffit pour les enfants. Très bien. Alors, scientifiquement, puisque vous êtes un scientifique, est-ce que vous pensez que ces conditions sont contraignantes, pas assez, un peu trop, notamment le nombre de tests que devrait subir chaque visiteur au Maroc? On parle d'un test PCR, juste pour rappel, pour nos téléspectateurs, un test PCR de moins de 48 heures, un antigénique à l'arrivée, un aléatoire PCR à l'aéroport aussi, plus un autre PCR 48 heures après l'arrivée. Franchement, scientifiquement parlant, j'aurais demandé un allègement de ces mesures. Pourquoi? Dans la mesure où il s'agit de Omicron, on le sait aujourd'hui, que le Omicron se transmet plus vite, mais il est beaucoup moins virulent, il est beaucoup moins méchant que le Delta, que les autres variants. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs pays ont ouvert complètement et ont levé les mesures barrières, j'allais dire. Plusieurs pays ont pris cette mesure. Maintenant, j'ai presque envie de dire, tant qu'il s'agit d'Omicron, j'allégerai complètement les mesures, mais tout en restant vigilant au moment où il y aurait l'apparition d'un autre variant. C'est ça. C'est le cas aujourd'hui. Omicron, mais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui... Non, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Parce que... c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le variant le plus prépondérant à travers le monde, c'est le Omicron. Et le Omicron, et on peut revenir à l'autre sous-variant de Omicron, nous y viendrons. Le BA2, oui. Au lieu de... voilà, donc j'expliquerai davantage l'inquiétude non justifiée, à mon avis, par rapport à ce sous-variant uniquement. Ce n'est pas un nouveau variant, mais le Omicron présente, j'allais dire presque, bien évidemment, il faut rester vigilant, mais il présente également des avantages, j'allais dire, immunologiquement parlant. Pourquoi? Parce que les personnes, aujourd'hui, c'est démontré, les personnes qui ont eu le virus natif, c'est-à-dire le virus naturel, qui ont été exposés au virus, présentent une énorme protection contre la maladie. Et c'est, en fait, j'allais dire, avec les vaccinés, ce sont les meilleures personnes protégées contre le développement de la maladie grave. Donc, c'est l'une des raisons encore qui a poussé plusieurs pays à ouvrir complètement, à s'ouvrir complètement et à lever les restrictions à l'ère du Omicron. Donc, je pense, c'est pour cela que plusieurs fois dans des émissions, j'avais dit que presque on devrait actualiser notre façon de gérer la pandémie en fonction du variant et en fonction du virus auquel nous avons devant nous. Là, le Omicron, et ça, c'est les données qui ont été observées à travers le monde. On a commencé avec l'Afrique du Sud, puis l'Angleterre, puis le Danemark, puis la France. Maintenant, tous les pays, à travers tous les pays, on sait que le Omicron
présente une virulence beaucoup moindre. Et également, il ne faut pas oublier qu'une grande majorité de la population aujourd'hui, à travers le monde, a vu ou bien le virus vivant, c'est-à-dire le virus natif, ont été exposés au virus, ou a été vacciné et donc, entre guillemets, protégé. Donc, tous ces facteurs-là font que, en principe, on devrait passer à un allègement des restrictions sanitaires globalement, du moins pendant l'ère du Omicron. Très bien. Bon, une question assez évidente. J'ai envie de dire, non, la réponse est évidente, mais ça ne nous fait pas de mal de le rappeler. Est-ce que vous pensez que cette réouverture des frontières pourrait avoir un impact sur la circulation du virus, qui est déjà largement présent sur le territoire? Écoutez, je parle bien sûr du variant Omicron, hein, pour bien préciser. Tout à fait. Non, je pense que, je l'avais dit, c'était très important et je pense que le gouvernement avait pris une décision très adéquate au départ lorsqu'on ne connaissait pas très bien le variant Omicron. Donc c'était, à mon avis, utile, très utile, même impératif, j'allais dire, de fermer les frontières pendant quelques semaines, j'allais dire 2 semaines, pour bien comprendre le variant. Et une fois qu'on a des données scientifiques sur le variant, réouvrir les frontières parce qu'on savait que le Omicron était moins dangereux que le Delta, pour lequel on n'avait pas fermé les frontières d'ailleurs. Absolument. Donc on savait, on a eu l'information de plusieurs pays que le Omicron était moins virulent, et donc c'était presque une source d'immunisation et on savait qu'il allait se propager partout dans le monde, et ça on l'avait dit plusieurs fois. Plusieurs fois dans l'émission, absolument. Et pendant que les frontières étaient fermées, on l'a eu parce que le virus n'a pas de frontières, et il y a eu une propagation mais phénoménale au Maroc, et qui n'est pas surprenante, parce qu'on savait que le Omicron se propageait à une vitesse mais énorme par rapport aux autres variants. Donc on est arrivé à un moment où on a atteint, et croyez-moi, les chiffres officiels n'ont rien à voir avec les vrais chiffres. Absolument. Oui. Pas qu'au Maroc, partout dans le monde. Parfaitement, oui. Parce qu'une grande proportion des personnes ont eu le Omicron et il était ou bien asymptomatique ou bien les symptômes vraiment légers, d'autant plus que ces symptômes ressemblaient beaucoup au virus de la grippe. Et donc, à un moment où on a atteint vraiment une large proportion de la population marocaine qui était infectée, on ne savait plus si c'était le Omicron, si c'était le virus de la grippe, mais la grande majorité, mais il y avait quand même une grande proportion pour laquelle c'était le virus SARS-CoV-2 de la COVID-19. Donc à ce moment-là, je ne comprenais plus pourquoi on devait garder pourquoi on avait gardé les frontières fermées. Franchement, moi, scientifiquement, je n'ai pas compris la raison. Et donc, pour continuer sur cette lancée, aujourd'hui, on sait que le Omicron est partout dans le monde. Nous, on a Omicron qui s'est bien propagé. Partout dans le monde, il y a l'Omicron, donc on ferme les frontières. Pourquoi? On se protège par rapport à quoi? Je n'ai pas compris. Donc, pour récapituler, oui, c'était très utile de fermer les frontières au départ pour mieux comprendre le variant. Une fois qu'on avait compris le variant, à mon avis, on aurait dû donner un souffle à notre économie, à notre tourisme, à notre état psychologique, à notre état social. Voilà, c'est ça ce que je pense par rapport à cette réouverture des frontières. Je pense qu'on avait bien pris la décision au départ, mais je pense qu'on avait tardé pour réouvrir les frontières. Alors, il y a une question qui se pose. Parlons de ces nouveaux variants. Enfin, de nouveaux variants. On parle du NeoCov, Wuhan, encore une fois, 2 ans plus tard, qui fait parler d'elle, cette ville chinoise, d'où tout a commencé. Alors, c'est quoi? C'est quoi le NeoCov? Avant de parler du BA2, mais c'est quoi ce NeoCov? Oui. Selon les données que nous avons actuellement, le NeoCov ne présente pas de danger. Le NeoCov, pour le moment, selon les données que nous avons actuellement,
il ne présente pas un danger pour l'homme, mais il y aurait très peu de données pour dire que, ou pour soutenir l'idée qu'il se transmettrait à l'homme. Donc le NeoCov, à l'heure actuelle, je pense qu'il est très primitif de dire qu'il porte un danger pour l'homme. D'accord. Je pense, par contre, le BA2, que les gens parlent, que les gens décrivent comme un variant, ce n'est pas un variant. En fait, au moment où on a eu le développement du Omicron, qu'on appelle le Omicron, qui d'ailleurs a dérivé pas du Delta, mais du virus initial de Wuhan. Donc il y a eu la génération du virus de Omicron. Et comme vous le savez, lorsque nous avons un virus qu'on appelle un variant, il y a des sous-variants qui constituent, et l'ensemble de ces sous-variants qui sont légèrement différents entre eux, qui forment un variant qu'on appelle le Omicron. On avait principalement au départ le BA1 qui était prépondérant à travers le monde, et on avait remarqué, notamment au Danemark et en Inde, que le BA2, un autre variant du Omicron, prenait le dessus sur le BA1. Donc, pourquoi? Parce qu'il avait la possibilité, la capacité de se propager un peu plus rapidement que le BA1, que l'initialement, qu'on appelait communément le Omicron. Et donc, il a commencé à prendre le dessus sur le BA1. Je parle du point de vue transmissibilité. Il se transmettrait légèrement plus rapidement que le variant initial, mais les deux sont appelés Omicron. Les deux font partie du variant initial qu'on appelle le Omicron. Maintenant, du point de vue virulence, il semble qu'il a la même virulence que le BA1, donc que le virus Omicron qu'on appelait initialement le Omicron. Donc il n'y a pas plus de symptômes ou des symptômes différents, distincts par rapport à ce qu'on a vu avec le Omicron initial. Et du point de vue échappement au vaccin actuel, il n'y aurait pas non plus quelque chose qui montre ou qui suggère un échappement plus important du variant ou du sous-variant BA2 par rapport à BA1, par rapport au sous-variant BA1. Donc pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude vraiment. Les gens à travers, ou les chercheurs à travers les pays suivent de près, mais le consensus actuel, c'est que c'est juste un sous-variant qui ne sera pas plus grave que le BA1, c'est-à-dire le premier variant. Même il aurait un autre mais il est plus contagieux. Il est plus contagieux. Exactement. Donc, est-ce qu'on se dirigerait vers un BA2 qui serait dominant, comme ce fut le cas entre le Delta et l'Omicron? Exactement. C'est ça ce que les chercheurs pensent, c'est que avec le temps, le BA2 va prendre le dessus sur le BA1, mais ça, ce serait même quelque chose de plus positif encore, parce que si on aime bien avoir un virus qui se propage vite, mais qui est moins virulent. Oui. Pourquoi? Parce qu'un virus qui se propage vite et qui est moins méchant va augmenter la probabilité ou la chance de n'avoir aucun autre variant qui a la possibilité de se propager autant que celui-là. Donc ça va mettre la barre très haute pour aucun autre variant pour se propager autant. Et donc, c'est ce variant-là, s'il a cette capacité de se propager vite, c'est ce variant-là qui va en principe garder le dessus parce que c'est un avantage de pouvoir se propager plus vite. Donc, aucun autre variant, enfin, la probabilité pour qu'un autre variant ait cette capacité de transmission très rapide, cette probabilité reste faible. Donc, j'allais dire que c'est un avantage en quelque sorte d'avoir un sous-variant de BA1 ou de Omicron qui a encore la capacité de se propager encore plus vite que le sous-variant initial. Alors, cela m'amène à vous poser la question relative à comment on devrait considérer cette pandémie à l'avenir. J'avais posé cette question à votre
confrère, hein, Jafar Haikal, un peu plus tôt cette semaine. Est-ce que ces nouveaux variants, donc Omicron, BA2... C'était quoi la réponse? Il était optimiste ou pas? Non, oui, absolument. Enfin, l'optimisme que l'on connaît, hein, propre au professeur Haikal, que je salue d'ailleurs à cette occasion. Mais est-ce que cela pourrait nous amener à penser que on pourrait considérer cette pandémie comme endémique et pas pandémique, à cause de la virulence et de la létalité des nouveaux variants? Et la transmissibilité. Et la transmissibilité, parfaitement, oui. Voilà. Oui, tout à fait. Non, je pense que ça, c'est un point très, très important. De plus en plus de chercheurs pensent que on se dirige vers ce scénario-là, c'est-à-dire un scénario où ce virus donc, se propage plus vite, il est moins virulent, et donc, comme en plus, non seulement, il y a deux facteurs très très importants. D'une part, il est moins virulent, et d'autre part, nous avons une large population à travers le monde qui a ou bien été vaccinée, ou bien qui a été exposée au virus, donc elle a une immunité envers le virus. Et en plus, il a été démontré que le Omicron génère une immunité très importante, mieux que les autres variants, vis-à-vis de presque tous les autres variants. Donc, autrement dit, lorsqu'on est exposé à Omicron, on peut combattre, y compris le Delta. Et le contraire n'est pas vrai, c'est-à-dire lorsqu'on a été exposé au Delta, l'immunité acquise n'est pas capable d'éliminer le Omicron. Donc, il y a plusieurs avantages avec le Omicron qui font que plusieurs chercheurs pensent qu'on se dirige vers, où on est en train de procéder à une transition d'un état pandémique à un état endémique, c'est-à-dire avoir le virus qu'on contrôle bien entre nous et qui va de temps en temps chez quelques personnes vulnérables qui n'ont pas été exposées au virus auparavant, ni vaccinées, ni exposées préalablement au virus, qui vont faire quelques complications, comme ce qu'on vit actuellement avec le virus de la grippe d'ailleurs, hein, il ne faut pas oublier ça. Il faut savoir que, et ça il faut que je le souligne, les personnes aujourd'hui, ça a été démontré, ça a été publié par le Center for Disease Control des États-Unis, le CDC, que les personnes les plus à risque aujourd'hui, bien sûr, je ne parle pas de les personnes les plus à risque, c'est-à-dire les plus âgées, les personnes obèses, les personnes qui présentent des maladies chroniques. Je parle du point de vue vaccin et exposition préalable au virus. Les personnes les plus vulnérables sont les personnes qui n'ont ni été vaccinées, ni ont été exposées naturellement au virus. Ceux-là, à mon avis, doivent aller se faire vacciner parce qu'ils doivent au moins une fois être exposés, ou 2 fois ou 3 fois exposés au virus, parce que c'est ça ce qui va leur donner une immunité. Leur système immunitaire avait vu, c'est-à-dire que leur système immunitaire avait vu préalablement ou bien le virus natif ou bien le virus sous forme de vaccin. Donc le scénario, pour continuer sur votre question, oui, donc le scénario le plus optimiste et le plus probable d'ailleurs, c'est celui-là, c'est qu'on se dirige vers la fin de cette pandémie cette année. Il y en a des gens qui disent dès le mois 4, c'est compliqué de dire ça, mais c'est-à-dire à la fin de cette vague Omicron. Le scénario le plus pessimiste, c'est que le virus continue à se multiplier, à proliférer chez quelques personnes qui ont peu d'immunité et malheureusement est muté vers une forme plus virulente. On ne le souhaite pas, ce scénario, franchement, on ne le souhaite pas. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement que ces personnes-là, qui ne sont pas vaccinées, transmettent une forme plus grave, ou en tout cas peuvent jouer sur l'ADN même ou sur les formes de variants du virus? Est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Oui, c'est prouvé. Pourquoi? Parce que si le virus infecte une personne qui est, on appelle, immunodéprimée, c'est-à-dire qui a un système immunitaire qui est faible, ou bien qui n'est pas vacciné, voilà, et qui a une bonne immunité, admettons. Qui a une bonne immunité, tant que
aussitôt que le virus a la capacité de se multiplier largement, plus il va se multiplier, plus il aura la chance de muter. Mais il se multiplie aussi chez une personne vaccinée, professeur Baddou? Moins. Il va se multiplier moins parce que tout simplement parce que la personne vaccinée présente les armes pour combattre le virus. Donc, normalement, il présente les armes pour éliminer le virus. Et il y a maintenant de plus en plus d'armes que l'on détecte. Dernièrement, on pensait plutôt à l'axe qu'on appelle l'axe de la réponse immunitaire acquise principalement, c'est-à-dire les cellules T, les cellules B. Oui. Et là, on pense que même la réponse initiale, qu'on appelle la réponse immunitaire naturelle, c'est-à-dire la réponse immunitaire innée, présenterait également des armes très très importantes pour combattre le virus. C'est pour cela que je disais au départ que c'est important d'avoir été ou bien exposé au virus ou bien avoir été vacciné. Ça rend notre système immunitaire beaucoup plus à même de combattre le virus. Donc, c'est le scénario que je disais. Donc, le deuxième scénario, c'est d'avoir une personne... C'est pour cela qu'on pensait que l'Afrique du Sud voit l'apparition de plusieurs variants, parce que vous savez que l'Afrique du Sud présente une prépondérance assez élevée de personnes qui ont l'infection VIH, et l'infection VIH détruit ou diminue le système immunitaire et donc génère des personnes qui sont immunodéficientes, ce qui donne ou ce qui donne au fait un environnement favorable à la multiplication du virus, et c'est ça ce qui fait que le virus peut avoir une chance de générer des mutants. Donc, et c'est pour cela que l'Organisation mondiale de la santé dit que c'est mieux d'avoir à travers le monde 40% des personnes vaccinées plutôt que d'avoir 80% dans un pays et 1% dans un autre pays, parce qu'on ne va pas, finalement, si on continue comme ça, on diminue la probabilité d'éradiquer la pandémie. Anyway, donc, nous avons ces deux scénarios. Moi, je pense plus sur le premier. Le deuxième reste valable, mais je dirais qu'il est moins probable, notamment par rapport au fait que ce virus-là a une capacité importante de se multiplier et de se transmettre, je voulais dire, donc une capacité importante de transmission, et donc de voir un autre variant voir le jour et entrer en compétition et gagner la compétition sur celui-là reste faible, mais malheureusement pas nul. Merci. Merci, professeur Baddou. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, madame. Tout le plaisir était le nôtre. Et nous continuons dans Question d'actu. Tout de suite, la seconde partie et les transporteurs touristiques. À tout de suite. Et donc, cette seconde partie sera consacrée au transport touristique au Maroc, bien sûr largement impacté, souffrant des restrictions qui ont été imposées, notamment la fermeture des frontières. C'est un secteur qui a largement souffert, bien sûr, depuis le début de cette pandémie, puisqu'il fait partie un peu de cet écosystème touristique. Et d'ailleurs, puisqu'il en fait partie, ces professionnels ont contesté le plan d'urgence qui a été annoncé par le ministère, le plan d'urgence de 2 milliards de dirhams. Ces professionnels contestent ce plan d'urgence puisque, selon eux, ils n'auraient pas pris en compte les contestations et les recommandations qui ont été précisées et demandées à la tutelle. Donc, on fait le point avec un représentant de la Fédération nationale du transport touristique. Bonsoir Samuel Gaizi, merci d'être avec nous. Bonsoir Adela, je vous en prie. Merci pour l'invitation. Alors, est-ce que les sit-ins ont été maintenus malgré les annonces qui ont été faites et par la tutelle et par le groupement des professionnels des banques marocaines? En fait, pour l'instant, les sit-ins sont maintenus parce qu'on a tellement eu de mauvaises surprises depuis le début de cette pandémie, malheureusement. Il y a eu un contre-programme qui a été tenu... on ne peut même pas dire à moitié, mais avec un petit pourcentage. Donc, ils ont respecté le moratoire, mais d'une façon qui n'était pas très claire
pour tous les intervenants bancaires. Maintenant, on voit encore que ces dernières mesures, on a des promesses, mais on maintient le sitting jusqu'au moment où il y aura une application concrète de ces promesses. Vous savez, la situation, tout le monde la connaît. Oui. Donc, le contrat programme aussi qu'il y a eu au début de la pandémie, suite aux instructions de Sa Majesté royale, il n'y a pas eu d'application à part les 2000 dirhams par mois. Donc ça, c'est l'indemnité forfaitaire qui a été payée aux salariés, qui était déclarée avant le mois de mars. Donc maintenant, nous, avec tout le vécu que nous avons eu, toutes les promesses que nous avons eues, il y a encore des sociétés qui reçoivent des mises en demeure, malgré qu'il y a eu tout ça. Donc maintenant, nous, on veut l'application, on veut voir concrètement comment on dit, des directives claires de Banque le Maghreb ou la Banque centrale vis-à-vis du groupement marocain des banques, mais aussi vis-à-vis de la PSF, qui est notre premier partenaire. Oui, je le rappelais en début de cette émission en introduction, 60% du parc véhicule du transport touristique marocain est sous peine de réquisition par les organismes de financement. Vous confirmez ce chiffre, Samuel Ghaïzi ? 60%? Je ne peux pas vous confirmer ce chiffre-là exactement parce que, vous savez, les chiffres, on n'a pas d'études exactes pour vous dire qu'on a 60%. Très bien. Alors, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a une grande majorité de sociétés qui sont en conflit et qui sont sous peine de recouvrement maintenant avec les sociétés de financement. Ça, oui. Je voudrais aller dans le détail avec vous sur les mesures du contrat programme, ou j'ai envie de dire les termes du contrat programme qui, selon vous, n'ont pas été respectés. Oui. Donc, en fait, le contrat programme, la première chose qui nous intéressait directement, c'était le moratoire. Oui. Donc, c'était le gel des remboursements des crédits. Malheureusement, pendant la période jusqu'à maintenant, donc depuis le début de la pandémie jusqu'à maintenant, il y a eu des poursuites judiciaires, il n'y a pas eu le respect de cette clause d'une façon unilatérale par tous les membres de la PSF, malheureusement. Donc, il y a plein de sociétés qui se retrouvent maintenant avec les huissiers derrière, qui courent derrière pour récupérer le véhicule, alors que c'était bien marqué noir sur blanc, moratoire. C'est des sociétés qui ont suivi toutes les étapes nécessaires et qui ont fait leur demande de report comme demandé, mais malheureusement, ils se sont fait refuser ce report et il n'y a pas eu d'application. Parce que, une fois qu'on a posé la question aux responsables de la PSF, on nous a clairement dit que Banque le Maghreb n'avait pas donné les directives claires et précises pour l'application de ce moratoire. Donc maintenant qu'il y a ce plan d'urgence, notre crainte, c'est qu'on retombe dans le même problème et on demande des directives claires et précises. Donc le moratoire annoncé par le gouvernement. Le moratoire annoncé par le gouvernement pour les banques, selon vous, ce n'est pas suffisant tant que Banque le Maghreb n'intervient pas. C'est ça. Il faut qu'il y ait une application sur le terrain parce qu'il y a une grande différence entre ce qu'il y a sur les papiers et sur l'application sur le terrain. Et vous êtes à même d'en parler puisque vous êtes professionnel et vous avez le vécu, n'est-ce pas, des autres professionnels du secteur. Alors bon, comment vous avez accueilli la réouverture par rapport à votre activité? Comment vous avez accueilli la réouverture des frontières? Cette décision de réouvrir les frontières à partir du 7 février. La décision de réouverture, c'était une condition nécessaire, obligatoire, mais pas suffisante, évidemment, pour nous. Donc, nous, pour réouvrir et pour accueillir les clients dans de bonnes conditions, on a besoin de remettre notre parc à jour, on va dire. On a des frais adjacents à tout ça. Donc, il y a les frais d'assurance, il y a les frais d'entretien, il y a tout ce qui va avec avant de pouvoir accueillir ces gens-là. Mais la décision en elle-même d'ouverture, on l'accueille à bras ouverts, évidemment. On n'attendait que ça parce que
on ne demandait qu'une chose, c'est de pouvoir accueillir les touristes. Maintenant, cette décision d'ouverture, on a toujours la crainte derrière qu'il y ait une refermeture. Donc c'est pour ça qu'on demande à tout le peuple marocain d'adhérer et de se mobiliser pour vraiment respecter toutes les mesures sanitaires, pour aller se faire vacciner. On demande aussi à tous nos chauffeurs et tous les intervenants d'avoir leur passe vaccinal pour essayer de ne pas retomber dans les mêmes problèmes d'avant, ce qui est la refermeture. Très bien. Alors, parce que pour certains, les conditions qui ont été imposées, n'est-ce pas, par les autorités pour l'accès au territoire, pourraient être contraignantes. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'on devrait alléger ces conditions? On en parlait en première partie d'émission mais sur la liste de conditions qui a été précisée dans un communiqué officiel. D'accord. Malheureusement, je n'ai pas entendu le début de l'émission, mais pour vous dire, personnellement, nous, en tant que fédération, on adhère à toutes les conditions que le gouvernement impose, parce qu'on ne veut une seule chose, c'est que tout le monde soit en bonne santé, que ce soit les personnes qu'on accueille dans notre beau pays ou alors les autochtones. Donc, le fait d'imposer un test PCR et un pass vaccinal, si les autorités compétentes estiment que c'est nécessaire, nous, on ne peut qu'adhérer à ça, parce que chacun a sa compétence et chacun a ses responsabilités, évidemment. Très bien. Alors, justement, parlons de responsabilité. Vous estimez, en tout cas selon le communiqué de la Fédération des professionnels du transport touristique, le gouvernement devrait assumer ses responsabilités par rapport à cette profession et accompagner, n'est-ce pas, ces professionnels, car malgré la réouverture des frontières, les pertes qui ont été subies ne peuvent être épongées par un claquement de doigts et là tout de suite. Donc, comment vous pensez, de manière réaliste, parce que d'ailleurs la tutelle a souvent parlé de réalisme par rapport aux revendications des différents sous-secteurs de ce secteur touristique, selon vous, quelles sont les revendications réalistes? Quel est le plan Marshall a adopté pour sauver les transporteurs touristiques aujourd'hui? Donc ici, pour parler d'une façon globale, tout le monde sait que le secteur du tourisme, il a perdu presque 180 milliards de dirhams. Il y a un plan de sauvegarde maintenant qui vient avec 2 milliards de dirhams, donc c'est une goutte dans la mer, on va dire. Ce plan, pour nous, la première demande, c'est d'appliquer le moratoire sans intérêt, mais sur toute la période d'inactivité qui est de 22 mois, alors que sur ce plan, on ne parle que d'une période qui est maximale de 1 an. Donc là, on aimerait bien savoir sur quelle base ils se sont basés pour ne prendre en charge que 1 an maximum. Quels sont les critères pour lesquels les sociétés pourront bénéficier de ce report ou de ce moratoire? On a bien vu noir sur blanc que c'était un moratoire avec une prise en charge de l'État des intérêts intercalaires. Tout ça nous réjouit, mais on se demande pourquoi cette période de 12 mois maximale, alors que nous sommes en une activité de 23 mois maintenant presque. Donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie, on a vu qu'on n'a pas reçu d'aide directe, d'aide d'entretien de véhicules, d'aide de mise en marche de véhicules, parce que vous savez, l'outil du transporteur touristique, évidemment, c'est le véhicule. Donc si les véhicules ne sont pas en état de marche, ne répondent pas aux normes qui étaient exigées avant le Covid, les sociétés sont obligées d'aller se surendetter encore plus pour pouvoir mettre à jour leurs véhicules dans l'espoir d'avoir suffisamment de commandes et d'amortir cet investissement qui se rajoute encore. Donc, le ministère du Tourisme a parlé de sauvegarde d'outils de travail pour quelques secteurs. Nous, notre outil de travail, c'est les véhicules. Et on demande aussi qu'il y a une vraie prise de conscience que notre secteur ne peut pas démarrer comme ça d'un claquement de doigts, mais on a besoin aussi d'une aide directe pour que ce parc se remette en marche. Mais par quelle tutelle, du coup? Est-ce que c'est par la tutelle des transports ou par la tutelle du tourisme? Parce que vous dépendez des deux.
Écoutez, nous, on dépend des deux, mais la tutelle, le ministère du Tourisme nous a rappelé que notre tutelle, c'était le ministère de Transport, et nous avons fait une demande à ce sujet aussi à notre ministère de Transport. Réponse? Et pour l'instant, on est encore en pourparlers, parce que ça prend plus de temps que prévu, malheureusement. D'accord. Et là, on parle de combien, justement? On parle de combien d'entreprises? On parle de combien de véhicules? Et on parle surtout de coûts. De combien d'argent? Quand on parle de véhicules, on a différents types de véhicules. Quand on parle d'autocars, on est aux alentours de 1026 autocars. Ce n'est pas énorme par rapport à un budget de l'État. Quand on parle des véhicules 4x4 ou d'autres véhicules, là, on a beaucoup plus, évidemment. Mais si on veut voir la mise en marche d'un autocar, il faut parler de 40 000 dirhams peut-être par autocar ou un peu plus. Mais ça reste quand même des montants qui ne sont pas très importants par rapport à un budget, mais par rapport à la spécificité de notre secteur qui est constitué de 80% de PME, de TPME, ça reste quand même toujours des frais très importants, sachant que cette société elle est déjà en situation de surendettement au préalable. Donc le chiffre exact de la reprise, on ne l'a pas, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas le quantifier, mais on peut dire approximativement s'il y a une aide. Si les responsables se mettent à table, on peut trouver un terrain d'entente et quantifier exactement le montant qu'on demande. Et si pas de terrain d'entente, vous maintenez les sit-ins? Pour l'instant, on maintient le sit-in par rapport à la première demande qui est l'application du moratoire sans condition et pour toute la durée d'inactivité de l'activité de notre secteur. Ça, c'est la première demande parce que, vous savez, madame, les transporteurs, pour l'instant, tous les jours, ils reçoivent des appels téléphoniques des sociétés de recouvrement. Ils sont toujours dans la crainte. On se dit, si maintenant on ressort les véhicules des garages pour les remettre en marche, pour accueillir les clients, peut-être qu'il va y avoir un huissier au tournant pour récupérer le véhicule. Donc cette crainte, les transporteurs ne veulent plus la vivre et ça devient vraiment insupportable à gérer de façon humaine. Très bien. Donc si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela, Samir Ghaïzi, et surtout comment vous entrevoyez, n'est-ce pas, l'avenir de toute une filière, est-ce que aussi cela pourrait amener les professionnels à revoir même leur business model? Je vous avais déjà posé cette question dans une émission précédente, mais là, vu que les choses ne se sont pas améliorées, voire pire, ont empiré, est-ce que cela pourrait aussi pousser la filière à se développer? Tout à fait. C'est pour ça que maintenant, comme vous avez parlé du ministère du Transport, du ministère de tutelle, nous sommes maintenant en train de revoir le cahier de charges, de voir ce qu'on peut changer à court terme, à moyen et à long terme. Donc il y a beaucoup de choses parce qu'on a des intervenants dans le secteur du transport, il y a les taxis, il y a le transport de personnel, il y a le transport de personnes, il y a le ministère de l'Intérieur et le ministère de Transport, du Tourisme. Malheureusement, le transport touristique se retrouve entouré de beaucoup de contraintes. Nous avons beaucoup de freins dans notre cahier de charges. Le secteur d'activité est très cadenassé, donc on demande de pouvoir s'ouvrir un petit peu, d'avoir des services qui ne sont pas encore offerts aux clients marocains autochtones, peut-être des services premium, parce qu'il y a une vraie demande. Donc, on est en train d'étudier cette réouverture et puis pour pouvoir s'étaler, pour pouvoir étoffer l'offre et qu'on ne soit pas toujours dépendant du client qui vient de l'étranger. Mais comme c'est toujours en pourparlers, je ne peux pas tout divulguer. Je comprends. Oui, voilà. Je comprends. Mais l'essentiel a été dit, les messages sont clairs. Merci beaucoup, en tout cas, Samir Ghaïzi, vice-secrétaire général de la Fédération nationale du transport touristique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir partagé avec nous la situation du secteur et que l'on souhaite meilleur, n'est-ce pas, dans l'avenir.
Merci beaucoup. On espère tous. Merci. Inch'Allah. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée.